Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vivons une époque très intéressante où le progrès technique, il faut l'avouer, n'a jamais été aussi fort. Enfin, on innove, on fabrique, on crée de la nouveauté à chaque seconde qui passe, carrément, mais où en même temps, la connaissance de l'être humain n'a jamais été aussi faible, n'a jamais été aussi indigente. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons tué les religions. Or, les religions, malgré leurs défauts, étaient une école de l'humanité, c'est-à-dire qu'elles éclairaient notre part sombre et notre part lumineuse. Elles nous disaient que nous étions le yin et le yang. Bon. Nous avons tué le divin, nous avons appelé ça une libération, alors que c'est un retour en arrière et on s'est amputé d'un vaste champ de connaissances. Ce qui fait que nous ne comprenons plus l'être humain, ou pas assez. Et la deuxième chose, c'est que nous avons une université qui ne veut plus comprendre le monde. J'exagère, bien sûr, je stigmatise, mais bon, pourquoi pas, hein, la stigmatisation et le sport national. L'université ne veut plus rendre service à la société. C'est-à-dire qu'elle regarde son nombril, les carrières des académiciens, ce qu'on appelle ça en anglais l'académie, les carrières des professeurs, tout ça, le conformisme, le baisement au sultan du moment, hein, il peut s'appeler Bill Gates, George Soros, l'OMS, enfin, ça dépend de qui donne l'argent. Voilà. Et vous avez une logique de mandarin où finalement on enterre la contestation et la pensée libre et contestataire. Elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux et on promeut les chaouches de la pensée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on comprend moins bien l'être humain qu'il y a juste 100 ans. Enfin, quand tu lis la psychologie d'aujourd'hui et tu lis Carl Jung, tu vois qu'on a régressé. Quand tu vois même sur l'étude sur l'ethnographie, l'ethnologie, on comprend moins l'islam aujourd'hui qu'il y a juste 50 ans, alors qu'il y a 10 millions de musulmans en France. C'est-à-dire que, rendez-vous compte du paradoxe, la France avait des très grands spécialistes du monde arabe et de l'islam, c'est pas la même chose, dans les années 30-40, alors qu'il y avait 100 000 musulmans en France métropolitaine. Là, il y a 10 millions de musulmans en France. La France est un pays musulman, la deuxième religion de France. Vous envoyez chaque année à la Mecque plus de 30 000 pèlerins, mais vous n'avez plus la connaissance du monde musulman. C'est-à-dire que voilà, vous ne comprenez plus le monde musulman, ni le monde arabe, ni le Maghreb, alors que vous êtes devenu un pays maghrébin. Pourquoi? Parce que l'université a abdiqué de son job. Elle ne veut plus faire son job, de dire la vérité, qui est toujours relative dans ces matières-là, de sciences sociales. Alors ce ne sont pas des sciences sociales, ce ne sont pas des sciences dures. Ils disent que ce sont des sciences juste pour faire beau, pour embêter les mathématiciens. Mais bon, vous n'avez plus de... Les gens ont abdiqué, ils font de la politique et des baise-mains et ils veulent faire carrière. Bon, malheureusement, quand on veut faire carrière, souvent on le fait au détriment de la vérité qui n'est pas bonne à dire. Quelques-uns le disent, hein, comme M. Maurice Berger et d'autres le disent, mais c'est très rare. Alors, la société paie le prix de l'abdication des grands intellectuels. Elle paie le prix de la fin de la religion. C'est-à-dire que nous avons maintenant nous sommes envahis de mauvaises idées. C'est comme les mauvaises herbes, vous savez. Les mauvaises herbes, il faut les combattre. Il faut les combattre par deux moyens. Soit par la chimie, le Roundup, le désherbant, soit tu mets le berger avec les chèvres et elles bouffent les mauvaises herbes. Là, nous n'avons ni Roundup, ni chèvre, ni berger. Nous sommes une terre en jachère et le premier venu peut nous infecter avec des mauvaises idées, des idées qui empêchent de respirer. Pourquoi on dit les mauvaises herbes? Pas parce qu'elles ne sont pas belles esthétiquement. Elles empêchent la terre de s'oxygéner, de se renouveler, de l'azote, tout ça. Elles sont une plaie. Une des plaies aujourd'hui, c'est l'idée que la violence est due aux inégalités ou elle est due à la pauvreté. Voilà. C'est une idée qui est mainstream, comme on dit. Elle est à gauche, à droite, même à l'extrême droite, on te dit, si on réduit la pauvreté, on réduira la violence. Or, ça n'a pas grand-chose. Enfin, les deux ne sont pas liés. Hein. C'est comme l'huile et l'eau. C'est liquide, mais c'est pas la même chose. D'accord? Euh, ça tombe sous le sens. Pourtant, nous avons été infectés par ça. Parce que dans la violence conjugale, il n'est pas question de pauvreté. Les hommes battent les femmes, mais certaines femmes battent leurs hommes ou les maltraitent psychologiquement dans les classes les plus élevées de la société. La violence domestique n'a rien à voir avec la pauvreté. Elle est dans toutes les classes sociales. Et ce n'est pas un fait marginal. La moitié des appels à police-secours, dans les années 2000, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais la moitié des appels à police-secours, donc au 17, en période nocturne, après le coucher du soleil, c'est des violences domestiques. La moitié. C'est juste incroyable.
Et là, on n'est pas dans le... Enfin, j'ai pas entendu les gens de MeToo disculper les hommes qui battent leurs femmes ou qui les harcèlent au nom de la pauvreté, parce que ça n'a rien à voir. Si la pauvreté expliquait la violence, alors les femmes seraient plus violentes que les hommes. Les femmes sont toujours plus pauvres que les hommes, malheureusement. Là, c'est du machisme, c'est une société qui est injuste. En termes de misère, les femmes sont toujours en première ligne, parce qu'elles sont mères seules, souvent les papas s'en vont, donc là, le niveau de vie de la famille tombe, elles sont plus vulnérables, il n'y a pas de problème. Pourtant, vous ne trouvez pas les femmes au top du ranking des bandits. Au Brésil, pays ultra violent, tu as 500 000 hommes en prison. C'est la troisième population carcérale au monde. Et selon moi, on devrait mettre 2 millions d'hommes en prison. Mais bon. Et tu as à peine 25 000 femmes en prison. Tu te rends compte? 500 000 hommes mâles en prison et 25 000 femmes en prison. Ça veut dire quelque chose. Si les faits veulent dire quelque chose, ben voilà, c'est que à condition de pauvreté égale, les femmes sont beaucoup moins violentes. Donc il y a d'autres facteurs. Les hormones, la culture, le sentiment de honte, on peut en discuter. You name it, comme on dit en anglais. Voilà, j'ai pris deux cas, la violence domestique et l'aversion des femmes pour les crimes, en tout cas pour les crimes violents, qui montrent que le moteur de l'insécurité, de la criminalité, c'est pas la pauvreté. C'est pas la pauvreté, ça peut jouer un rôle. On va prendre encore un autre exemple. Tu prends le Maroc. Le Maroc, déjà, nous sommes à presque 1000 homicides par an, si ma mémoire est bonne. On est dans les 1000 homicides par an. Tu prends le Brésil. Le Maroc est plus pauvre que le Brésil. On est à 70 000 homicides par an au Brésil. Bon, tu me diras, nous sommes 200 000 habitants ici. Donc au Maroc, on est à 40. Donc tu divises par 5. 70 000 divisé par 5, allez rapidement une règle de 3, ça fait dans les 14 000. Voilà, le Maroc, s'il était aussi violent que le Brésil, on devrait avoir 14 000 homicides au Maroc. Nous avons 1000. En France, vous êtes aussi à 1000, 1100. Voilà. Il y a bien d'autres facteurs que la violence. Je ne dis pas que la pauvreté. Bien évidemment, si tu regardes au cas par cas, tu as certainement, la pauvreté peut aggraver les choses, elle peut expliquer certains passages à l'acte. Mais toute seule, elle ne suffit pas. Et ça, cette idée-là, ça a l'air tout bête ce que je dis là, ça tombe sous le sens. Ça, c'est pas permis, on ne peut pas le dire dans les médias, et puis c'est pas formulé par des gens qui ont de l'autorité. Tu vois, des philosophes de plateau, des gens qui sont autorisés à éditer, des gens qui ont des chaires à la Sorbonne ou ailleurs. Alors, et c'est assez incompréhensible. Enfin, je comprends, ça sert les intérêts du système, parce que tant qu'il y a des inégalités, on n'a pas de solution. On te dit, pour réduire la violence, il faut réduire les inégalités. Les inégalités, on ne les réduira jamais, parce qu'elles sont dans la nature humaine. L'égalité n'existe pas dans la nature. Donc, d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de sociétés égalitaires, en tout cas qui aient duré plus de 10 ans. Donc, évidemment, comme il n'y aura jamais l'égalité, il y aura toujours de la violence, et l'élite se lave les mains. Elle te dit, à la limite, c'est ta faute s'il y a des crimes, parce que tu es plus riche qu'autrui. Bon, c'est vrai que ça explique, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde y perd, même les élites, parce que nous abrutissons collectivement, et nous oublions l'évidence. L'évidence. Il y a de la violence, parce qu'il y a de la domination. Il y a de l'oppression. Nous avons en chacun de nous une part sombre qui nous pousse à dominer plus faible que nous. L'homme tente d'opprimer sa femme, dans le couple marié ou pas. Le patron tente d'opprimer son salarié. Le salarié tente d'opprimer son patron quand son patron est falot et voilà. Le policier tente d'opprimer le civil quand il n'y a pas les GPN, ou quand il n'y a pas les caméras, ou quand il n'y a pas... Voilà. Et le bandit tente d'opprimer tout le monde. Parce qu'il profite de l'opportunité qui est donnée par une femme seule, par un homme faible, ils y vont à 20 contre 1. Vous voyez à Bayonne, le pauvre chauffeur était tué par 10 personnes. Et le juge n'a pas été foutu de dire que c'était une tentative de meurtre. Donc, voilà. Il faut que nous réconcilions avec la nature humaine. Nous sommes des animaux qui voulons dominer. Et donc, tant qu'on n'a pas compris ça et essayé de soigner ça, on aura toujours de la violence. Il y a de la violence même dans les meilleures familles, même dans les sociétés, les multinationales les plus développées, même à Google, il y a de la violence. Pas forcément physique, elle est matérielle, elle est immatérielle. C'est la domination. Les MNA ou les migrants ou les Anglais au teint basané qui ont
qui ont perturbé le match au Stade de France récemment, ils voulaient dominer la France, ils voulaient dominer les spectateurs, ils voulaient exercer leur oppression. Ils ne crevaient pas la dalle. Personne ne crève la dalle en France, là, franchement. Tu as la CMU, la ME, je sais pas quoi, la CAF, non, personne ne crève la dalle en France. En France, on ne meurt pas de faim. On peut mal manger, trop de Nutella, mais on ne crève pas de faim, faut pas déconner. Ces gens-là, ils voulaient vous dominer. Donc si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris, tu fais du hors-sujet. Ça donne la gauche. La gauche Benoît Hamon, la gauche, la gauche Olivier Faure, la gauche Hidalgo. Ça donne de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ça ne sert à rien, on ne résout pas le problème. C'est la gauche Bernard Tapie, politique de la ville. On engloutit les milliards. Qui en profite? Bouygues, qui fait les HLM, qui les rénove sans cesse. À chaque fois que des racailles brûlent une médiathèque, c'est marché public, on refait à neuf. Et voilà, ça sert à rien. Parce qu'on n'a pas compris la nature humaine. Et c'est un droit de l'homme qu'on nous a retiré, c'est de nous comprendre nous-mêmes. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est pas seulement la couleur de ta peau. L'identité, c'est comprendre, c'est savoir ce que tu es. Or, on ne sait plus qui nous sommes. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous sommes des animaux aussi. Nous sommes des êtres de domination. Comme disait si bien Houellebecq dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, nous sommes des êtres hiérarchiques. Nous recherchons toujours la hiérarchie. Et nous fonctionnons bien dans un endroit où il y a la hiérarchie. L'anarchisme, tout ça, c'est des bêtises, ça ne marche pas. La démocratie participative, je ne sais même pas comment on a pu y croire. C'est des balivernes. Nous voulons des leaders, des bons leaders. Nous voulons des bons leaders, mais nous voulons des leaders qui nous orientent, qui sont au-dessus de nous. D'où notre amour pour les grandes figures. Même les woke veulent des leaders. Sauf qu'ils ne veulent pas Napoléon parce qu'il était blanc et hétéro. Ils veulent, je ne sais pas moi, Malcolm X ou Greta Thunberg. Mais ils veulent, nous sommes comme ça. Et on nous prive d'un droit de l'homme fondamental qui est de savoir ce que nous sommes. On appelle ça une démocratie. Ce n'est pas une démocratie, c'est une brutocratie. Une oligarchie d'abrutis. Tu as en haut des oligarques et en bas, des abrutis, nous, et au milieu, entre nous et l'oligarchie, des petits marquis semi-analphabètes, mais très cyniques, qui nous gouvernent. Les petits marquis, c'est le gouvernement Macron. 1, 2. Voilà. Je ne donnerai pas le casting, mais vous les voyez. C'est-à-dire des courroies de transmission suffisamment ignorants et analphabètes pour détruire la France sans verser de larmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent pisser sur le Louvre, s'en foutent. Ils ne savent pas ce que c'est que le Louvre, ils ne comprennent rien. Ils n'estiment pas, ils n'apprécient pas l'art. Donc ils le détruisent comme un abruti peut taguer une façade. Et suffisamment cynique et ambitieux pour se dire il vaut mieux que j'écrase les gens d'en bas, que je les domine, que ce soit moi qui sois dominé. Voilà. C'est ça notre gouvernance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a privés de la connaissance de nous-mêmes et donc on peut nous emmener n'importe où. C'est-à-dire que c'est comme si une vache oubliait que c'était un beefsteak en puissance. Donc elle se rend à l'abattoir, le sourire aux lèvres et en faisant, comme on dit chez moi au Maroc, Yahya Nedam, vive le régime. Yahya Nedam. Ben, c'est comme si une vache allait dans l'abattoir, tu sais, je ne sais pas où à Rungis, pas où il y a un abattoir là, et elle disait vive Monsanto, vive le steak, vive le boucher. Voilà, vive le boucher. Elle militait sur Facebook pour dire vive le boucher, vive l'agriculteur, vive le beefsteak, ou manger de la viande. Voilà. Voilà ce que nous sommes devenus. Nous faisons une campagne nous sommes des vaches, et nous faisons une campagne pour la consommation de la viande. Voilà, parce que nous avons oublié ce que nous sommes. Nous sommes des êtres appelés à dominer ou à être dominés. Donc l'éternelle vigilance. Or, nous n'exerçons plus l'éternelle vigilance. Voilà. Bon, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis à faire des contributions, soit via le site de YouTube. Donc là, il y a des badges à acheter normalement en bas de l'image. Soit en achetant mes livres, ce qui me ferait plaisir. La liste est dans la description de la vidéo. Soit évidemment en faisant un don sur PayPal. Là, il n'y a pas beaucoup de... Là, ça arrive directement dans mon compte. Je suis désolé de tendre la main, mais mon seul mécène, c'est vous et le bon Dieu. Hein. Je ne roule pas pour des puissances étrangères, ne suis pas financé par la veuve et par l'orphelin, c'est-à-dire par vos impôts. Hein. Je ne travaille pas pour France Télévisions et j'en tire beaucoup de fierté. Comme on dit chez moi, halal. Il vaut mieux manger peu et manger halal, c'est-à-dire manger... Qu'est-ce que le halal? C'est ce qui est pur, mais pas pur, hein, c'est pas pur, c'est pas les histoires seulement de
de ne pas mélanger ça, tel et tel ingrédient. C'est halal, ça veut dire qu'il vient d'un argent licite. C'est ça le halal. Et le haram, c'est l'argent qui n'est pas licite. Je vois les malades mentaux là en France qui veulent gagner de l'argent sur l'ignorance, qui font. Le halal, c'est ça d'abord. Tu peux manger halal, c'est-à-dire manger un agneau qui n'a pas été, voilà, qui n'a pas été étourdi avant tout ça. Mais si l'argent avec lequel tu achètes ton beefsteak halal est un argent volé, argent de la corruption, argent d'une veuve, d'un orphelin, argent mal acquis, ta bouffe n'est pas halal. Voilà, parce que les gens qui ont fait la religion, ils étaient intelligents. Ils n'ont pas fait la religion, ils ont fait la religion pour que la société n'aille pas vers la guerre civile. Ils sont pas bêtes. Vous voyez, donc j'espère que mon argent et le vôtre est halal, dans le sens de licitement gagné de manière licite. Allez, à demain.